on va commencer, donc on va reprendre le fil de cette journée. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Philippe Dufour, que vous connaissez déjà peut-être, qui est professeur à l'université de Tours, spécialiste de littérature du XIXe siècle, et en particulier de l'œuvre de Flaubert, auquel il a non seulement consacré sa thèse, qui portait sur la crise du langage dans l'œuvre flaubertienne, mais plusieurs ouvrages qui en sont plus ou moins issus. Flaubert et le Pignouf, sous-titré Essai sur la crise romanesque du langage en 93, Flaubert ou la prose du silence en 97, et puis, plus largement, Philippe Dufour est l'auteur de nombreux ouvrages sur la littérature du XIXe siècle, le réalisme de Balzac à Proust, qui est paru en 98, la pensée romanesque du langage, dans la collection poétique du Seuil en 2004, le roman est un songe, toujours dans la collection poétique du Seuil en 2010, et puis la littérature des images en 2016, et le dernier, qui est paru en 2021 et qui est intitulé, dans un titre qui rappelle un petit peu celui que propose Philippe Dufour pour sa communication d'aujourd'hui, le réalisme pense la démocratie, ouvrage qui avait remporté le Grand Prix de la critique littéraire en 2021. Donc la communication s'intitule « Le roman pense l'histoire » et je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Agathe. Oui, effectivement, je vais m'inscrire un petit peu dans la lignée de cette réflexion sur le réalisme qui pense la démocratie en appliquant la chose à Madame Bovary, à un moment où l'homme du XIXe siècle se pense dans un siècle des révolutions qui est en même temps une époque de transition, à la croisée de chemins qui peut-être ne mèneront nulle part. Balzac avait montré la lutte entre l'aristocratie et la haute bourgeoisie à travers des romans qui se passaient tantôt sous la Restauration, tantôt sous la monarchie de Juillet, quand, après la Révolution de 1830, la bourgeoisie arrive au pouvoir et impose son modèle d'une société libérale. Dans son œuvre dernière, Le Cousin Pons, en 1847, Balzac avait déplacé son regard du côté des classes moyennes, dont la monarchie de Juillet voulait faire l'assise de son régime. 10 ans plus tard, dans Madame Bovary, cette petite et moyenne bourgeoisie constitue l'essentiel du personnel romanesque. Madame Bovary, pour le dire en termes balsaciens, est une scène de la vie de province sous la monarchie de Juillet. L'aristocratie, dont parlait Balzac, n'y est plus qu'à l'arrière-plan, en compagnie d'un petit peuple, d'un prolétariat rural que l'on entreaperçoit également. Au fond, dans Madame Bovary, il y a 3 milieux. Milieu principal, la France des notables, et à l'arrière-plan, la France des nobles qui donne une dernière représentation, un dernier bal, dans la première partie du roman, au château de la Vaubyessard. Et puis la France des invisibles, comme nous dirions aujourd'hui. Tous ces serviteurs, ces servantes que l'on voit, simples silhouettes souvent, dans le roman. Et esthétiquement, ce qui permet la figuration de ces 3 milieux, ce sont les nombreux personnages secondaires qu'il y a dans Madame Bovary. À la différence des romans personnels du début du siècle, comme René de Chateaubriand, mettons, ou Adolphe de Benjamin Constant, où l'intrigue tient autour de 3 ou 4 personnages. C'étaient des romans de l'individualité, des drames à huis clos. Alors que les romans réalistes, à la manière de Balzac et de Flaubert, multiplient les personnages secondaires. De sorte que le roman intime d'Emma Bovary est pris à l'intérieur d'un roman de mœurs. J'aimerais dire d'un roman des mœurs démocratiques. Et d'ailleurs, le sous-titre du roman, c'est Madame Bovary, mœurs de province. C'est à ces personnages secondaires que je voudrais essentiellement
m'intéresser. Ils permettent de figurer donc la diversité d'une société, d'allégoriser le moment historique. Leur fonction narrative est réduite, mais ils ont cette fonction symbolique d'emblématiser un moment socio-historique. Le roman intime, de la sorte, ne prend sens qu'à résonner au sein du roman de mœurs. Il y va de la morale même du livre. Qui est coupable, si nous essayons de répondre à cette question? Est-ce l'héroïne, la femme adultère? Ce serait la lecture moralisatrice que fit l'avocat de Flaubert lors du procès, ayant à défendre Flaubert d'un soupçon d'immoralité. Donc la femme adultère est durement châtiée. Ou bien est-ce la société bourgeoise qui est coupable? Société déjà figée, contredisant la mobilité sociale dont un sociologue comme Alexis de Tocqueville, contemporain de Flaubert, faisait une grande caractéristique d'une société démocratique. Une société démocratique, c'est une société où les individus peuvent changer de statut. Dans la société de Madame Bovary, les rêves d'Emma ne peuvent s'épanouir. Donc Madame Bovary peut se lire comme une sociologie critique du monde démocratique naissant et mal né du XIXe siècle. Tentons de détailler cette histoire en envisageant tout d'abord Madame Bovary comme un roman de l'aristocratie, ensuite comme un roman bourgeois, enfin comme le roman des invisibles. Tout d'abord, roman de l'aristocratie. Donc je le disais, cet aspect-là se concentre dans le chapitre 8 de la première partie, ce bal de la Vaubyessard, qui retentit comme le requiem d'une caste. Ce chapitre raconte en effet une décadence irrémédiable, pendant qu'Emma, la petite bourgeoise, s'émerveille, mais elle est bien la seule. Elle est là comme devant un spectacle. La société aristocratique disparaît, la société bourgeoise lui a succédé. Flaubert écrit ainsi l'épilogue de la comédie humaine. Et dans Le Cousin Pons, le dernier roman de Balzac, de façon remarquable, il n'y avait déjà plus de personnages d'aristocrates. Dans la scène de la Vaubyessard, l'aristocratie n'a littéralement plus rien à dire. Les dialogues, si on peut ainsi les nommer, l'attestent. À aucun moment dans cette scène ne brille le légendaire art de la conversation qu'on entendait encore dans les salons balsaciens. Pas un mot autour de la table du marquis. Flaubert nous en décrit la nourriture, la vaisselle, mais il n'y a pas de conversation. Puis le bal est tout aussi muet, simplement ponctué par des conversations résumées. Un cavalier en habit bleu causait Italie. Ou on causa quelques minutes encore. Quelques minutes encore, il y a là, vous voyez, une conversation chronométrée. Stendhal aimait bien aussi faire cela pour les propos qu'il transcrit de loin, qu'il méprise. Il n'y a qu'une réplique au discours direct dans la scène. Vous pourrez relire ce chapitre. Pour le reste, les conversations sont résumées, à l'instar de celles des turfistes auxquelles Emma ne comprend rien. Symboliquement, toujours dans cette scène, le vieux duc de la Verdière est bègue. Reste une bande sonore, le bruit des boules de billard, le bruit du violon, le bruit des louis d'or à la table de jeu. Pendant ce temps, le marquis Amphitryon est en train de consentir au présent.
ancien secrétaire d'État sous la Restauration, nous dit le texte, il rêve la députation sous le règne du roi bourgeois, sous le règne de Louis-Philippe. Il y a cet arrière-plan historique dans le roman. Et c'est pour cela qu'il a invité dans son château, outre les nobles, des notables bourgeois et même le couple Bovary. C'est un électorat qu'il faut séduire en ces temps de monarchie censitaire. Il n'y a pas de suffrage universel à ce moment-là. Et le droit de vote se partage entre les propriétaires fonciers d'une aristocratie minoritaire désormais et d'une bourgeoisie dominante. À l'avenir, le noble doit courtiser le bourgeois. Et dans les brouillons que Flaubert écrit pour cette scène, les bourgeois étaient d'ailleurs les seuls à s'exprimer au discours direct. On entendait leur voix à eux. Et leur voix pour parler du prix de la vaisselle, enfin, des conversations très matérialistes. De la sorte, Flaubert montrait comment un langage était en train d'en remplacer un autre. Finalement, il supprime ces répliques des bourgeois pour privilégier, au fond, le réalisme subjectif. Toute la scène doit être vue à travers le regard d'Emma. Le passé aristocratique est donc définitivement caduque. Et c'est ce qu'emblématise le duc de la Verdière, vieillard gâteux qui fascine Emma. Donc, dans l'édition GF, le texte se trouve page 107. Lisons ce paragraphe. Cependant, au bout de la table, seule parmi toutes ces femmes, courbée sur son assiette remplie et la serviette nouée dans le dos comme un enfant, un vieillard mangeait, laissant tomber de sa bouche des gouttes de sauce. Il avait les yeux éraillés et portait une petite queue enroulée d'un ruban noir. Vous voyez qu'ici, le paragraphe commence au fond par un portrait physique objectif, sans complaisance, de ce vieux duc. Puis, on va passer à un portrait rétrospectif qui, sans forcément correspondre aux pensées verbalisées d'Emma, reflète ce qu'elle sait de ce duc et ce qui la fascine, la légende du duc. C'était le beau-père du marquis, le vieux duc de la Verdière, l'ancien favori du comte d'Artois, dans le temps des parties de chasse au Vaudreuil, chez le marquis de Conflans, et qui avait été, disait-on, l'amant de la reine Marie-Antoinette entre messieurs de Coigny et de Lauzun. Il avait mené une vie bruyante de débauches, pleine de duels, de paris, de femmes enlevées, avait dévoré sa fortune et effrayé toute sa famille. Et, dernier temps du portrait, on va avoir comme un mixage entre le point de vue fasciné d'Emma et le point de vue distant, objectif, du narrateur. Un domestique derrière sa chaise, lui nommait tout haut dans l'oreille les plats qu'il désignait du doigt en bégayant, et sans cesse les yeux d'Emma revenaient d'eux-mêmes sur ce vieil homme à lèvres pendantes, comme sur quelque chose d'extraordinaire et d'auguste. Il avait vécu à la cour et couché dans le lit des reines. Donc à la lecture, ces deux images du duc ne se raccordent pas. Le langage de la légende est parasité par le langage réaliste. Et le vieux duc donc apparaît comme un mort vivant, comme l'allégorie d'une aristocratie d'un autre âge qui se survit désormais. Dans la lignée d'ailleurs d'un type balsacien qui reparaît plus d'une fois dans la comédie humaine. Pensons à Monsieur de Morsauf dans Le Lys dans la vallée, qui est le vieillard noble, revenu souffreteux de l'émigration. Et ce personnage qui va mourir, au-delà de son cas individuel, allégorise effectivement le sort de cette aristocratie qui n'a plus d'avenir. Tous ces personnages symbolisent une caste sans avenir. Au reste, ce passé aristocratique n'était-il pas périmé depuis longtemps? Il n'y a pas de nostalgie balsacienne
chez Flaubert. Balzac écrit avec des convictions monarchistes. Si l'on regarde la légende du duc telle que je viens de la lire, il ne se sera illustré au fond dans sa vie que par des frasques de libertins au milieu de dettes et de duels. Toute son histoire rassemble des clichés. Il est une idée reçue d'aristocratie décadente. On pourrait sur ce point rapprocher le texte de Flaubert et un passage de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Par une coïncidence de date, il ne s'agit donc pas de source, l'Ancien Régime et la Révolution et Madame Bovary sont prépubliés en même temps dans la Revue de Paris en 1856. Et dans l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville constate que dès le XVIIIe siècle, quand la pensée libérale se diffusait, l'aristocratie apparaissait déjà comme une survivance féodale. Elle avait cessé de justifier ses privilèges. Et Tocqueville a alors cette formule: l'aristocratie contracte une débilité sénile. Une débilité sénile, vous voyez, c'est le duc de la Verdière qui concrètement incarne cette idée de la débilité des nobles. Le vieux duc n'aura pas versé son sang bleu pour le pays. Il n'aura pas été un grand serviteur du roi. Et avec lui, l'aristocratie sort du récit. Dans les deuxième et troisième parties du roman, à Yonville, il n'y a pas de personnage de noble. Le château de la Huchette est occupé désormais par un bourgeois rentier, Rodolphe Boulanger. On ne peut pas trouver un nom qui affiche davantage la roture. Et cela m'amène au roman bourgeois. Il est remarquable que le récit n'oppose pas à l'univers moribond de l'aristocratie l'image d'un présent porteur de vitalité. Davantage, le tableau des mœurs de province tourne à une satire continue du monde bourgeois. Le petit bourgeois de province, dans le roman de Flaubert, est la réalisation hyperbolique de l'esprit bourgeois qui a triomphé après 1830. Il incarne la médiocrité. Et on pourrait, de ce point de vue, poursuivre le parallèle avec la pensée de Tocqueville sur la démocratie. Pour Tocqueville, la médiocrité est constitutive de la société démocratique. L'égalité engendre un nivellement. C'est une différence avec Balzac. Chez Balzac, il y a encore des figures de bourgeois énergiques, même s'ils ne sont pas sympathiques. Il y a des héros bourgeois qui ont de l'envergure. Dans ces moments de représentation du petit bourgeois de province, Flaubert, à la réputation d'auteur impassible, impersonnel, s'abandonne au plaisir de l'ironie, en raillant le langage des bourgeois notamment, à coups d'italique. Vous aurez remarqué la fréquence des italiques dans le roman pour désigner des expressions figées que Flaubert juge ridicules et qui viennent comme polluer la prose de l'artiste. Et outre cette représentation du langage, Flaubert s'abandonne même à une colère d'artiste dans les portraits en charge qu'il peut faire de certains personnages de notables, loin du principe d'impersonnalité. Alors qu'il eût été très simple pour le romancier de nous faire découvrir ces bourgeois à travers le regard d'Emma. Mais dans ces moments-là, il est remarquable donc que c'est un narrateur omniscient qui nous décrit ces personnages. C'est lui qui fait cette série de caricatures. Le pharmacien, le percepteur, le maire, le notaire, tous sont pris dans cette unité de vision qui renvoie au même type du pignouf.
pareil parti pris de la caricature culmine dans un portrait collectif, celui des notables de Yonville qui sont rassemblés sur l'estrade le jour des comices, dans la deuxième partie, chapitre 8 de la deuxième partie. Flaubert fait un portrait de groupe qui va signifier l'âge moderne de l'indistinction. Tous ces notables ont le même aspect physique et vestimentaire. Dans une lettre à Louise Collet que Flaubert écrit pendant la jeunesse de Madame Bovary, il a cette remarque. Mais maintenant, l'individualité est un crime. Le XVIIIe siècle a nié l'âme et le travail du XIXe siècle sera peut-être de tuer l'homme. Essayons de voir comment ce portrait collectif des notables allégorise, là encore, cette idée de la correspondance d'une mort de l'individualité. Il n'y a plus que des individus sans individualité. Donc le texte se trouve dans votre édition, page 223. Tous ces gens-là se ressemblaient. Leur molle figure blonde, un peu hâlée par le soleil, avait la couleur du cidre doux. Et leurs favoris bouffants s'échappaient de grands cols roides que maintenaient des cravates blanches à rosettes bien étalées. Tous les gilets étaient de velours à châle. Toutes les montres portaient au bout d'un long ruban quelques cachets ovales en cornaline. Et l'on appuyait ses deux mains sur ses deux cuisses en écartant avec soin la fourche du pantalon, dont le drap non décati reluisait plus brillamment que le cuir des fortes bottes. Pas de traits individualisés. On ne reconnaît pas le maire, le pharmacien. À la place, des adjectifs indéfinis. Tous ces gens-là, tous les gilets, toutes les montres, avec une sorte de dégradation matérialiste. Ces gens-là, les gilets, les montres. Les choses remplacent rapidement les individus comme sujet de verbe, avant que finalement le pronom « on » ne parachève la dépersonnalisation en désignant l'ensemble des protagonistes. Et l'on appuyait ses deux mains sur ses deux cuisses. Le « on », très fréquent dans le roman, a plusieurs valeurs, mais il y en a une importante. Ce « on » dans le roman devient un personnage de la société démocratique. « On », c'est le citoyen anonyme, c'est l'individu sans individualité. Dans ce paragraphe que je viens de lire, il n'y a presque pas de détails physiques, rien que de molles figures, auxquelles seul le vêtement semble donner une armature. Les molles figures, et de l'autre côté, les cols raides, le drap amidonné, les fortes bottes, comme si le bourgeois était cette curieuse mixture de flasque et d'empesé. Il faut tout cet attirail pour maintenir le bourgeois à la surface de l'être. Ces assis sont réunis en une même gestuelle, et l'on appuyait ses deux mains sur ses deux cuisses. Ils sont apparentés par un même teint, couleur de cidre, comme si ces notables étaient des émanations du terroir normand. Ils sont de purs produits de leur milieu. Ils portent un même costume, avec les mêmes accessoires, notamment la montre, très importante la montre. Le bourgeois est un être d'habitude, qui n'aime pas à être désheuré, comme on disait au XIXe siècle. On se souvient qu'à l'auberge de Madame Lefrançois, le percepteur Binet arrive pour dîner à 6 heures tapantes.
le portrait de ces notables a beau aller de la tête aux pieds, hein, les molles figures et puis à la fin les fortes bottes, suivant un regard condescendant, il n'y a rien qui retienne dans ces deux longues phrases qui glissent de détail en détail pour aboutir à l'insignifiance de bottes bien cirées. Ce n'est pas la description balsacienne qui concentre volontiers le sens à la clausule, en récapitulant tous les détails pour en extraire une signification. Ici, nous avons affaire à la matière brute, à ce matérialisme, cette vision matérialiste qui traduit un manque d'âme. Le bourgeois en représentation dans ce paragraphe ne parvient qu'à apparaître endimanché. Récapitulons. Une caste décadente, l'aristocratie, une classe grotesque, la bourgeoisie. Alors, où trouver des forces vives dans la société démocratique? La seule réponse logique serait dans le peuple. Évidemment, cette réponse peut sembler saugrenue à nous qui connaissons Flaubert et qui, lecteurs de la correspondance, savons à quoi nous en tenir sur ces sentiments à l'égard d'une démocratie sociale. Il parlera de la démocratie dans une lettre à Hippolyte Taine. Pourtant, cette lecture d'un roman démocrate, certains critiques vont la faire à la sortie du roman. Des critiques qui ne savent rien de Flaubert, puisque c'est un auteur inconnu qui signe son premier roman. Un de ces critiques, Armand de Pontmartin, fonde sa lecture de Madame Bovary comme roman démocrate, il emploie vraiment ces termes dans le titre même de sa recension, et démocrate a un sens très fort à ce moment-là. Ça n'est pas, vous voyez, un doublon de démocratique. Démocratique, c'est un terme neutre. Un démocrate, c'est la démocratie sociale. Et nous sommes dans le contexte d'après la grande peur sociale de juin 1848. Et c'est à la lumière de cette peur-là où une société a cru qu'elle allait être détruite par l'insurrection ouvrière de juin 1848, qu'il faut entendre cette lecture de Pontmartin appliquée à Madame Bovary avec un argument esthétique qui tient à la multitude des personnages secondaires et même de comparses qui ne jouent aucun rôle dans l'action, qui parfois n'ont pas de nom, mais qui occupent de la place dans le récit. Et cela dérange Pontmartin. Ils occupent de la place dans le récit comme ils revendiquent une place dans la société. Voilà cette correspondance qui se tisse, vous voyez, entre une représentation esthétique et une interprétation politique. Ce sont donc des figures du petit peuple, les servantes, les serviteurs, le prolétariat rural. Je cite Pontmartin. Dans ce système, tous les personnages sont égaux, si toutefois les plus laids ne sont pas les meilleurs. Le valet de ferme, le palefrenier, le mendiant, la fille de cuisine, le garçon apothicaire, le fossoyeur, le vagabond, la laveuse de vaisselle prennent une place énorme. Naturellement, les choses qui les entourent deviennent aussi importantes qu'eux-mêmes. Pendant que le récit classique d'essence aristocratique montrait des âmes d'élite à la psychologie subtile, et Pontmartin ne manque pas de rappeler la princesse de Clèves, le roman moderne, déplore ce critique, après avoir mis en scène des figures bourgeoises, montre maintenant des êtres subalternes et frustes dans leur quotidien. On peut songer, par exemple, à la nourrice de Berthe. Vous vous souvenez de cette scène où Emma et Léon vont rendre visite à la nourrice, et à ce moment-là, on va avoir une description donc non seulement de la nourrice, mais
effectivement des choses qui l'entourent, comme dit Pont-Martin. L'intérieur, le bouge qu'elle habite, est décrit pendant une longue page. Et Pont-Martin, donc, il voit la conséquence de l'esprit révolutionnaire. Quand il dit « tous les personnages sont égaux », il faut entendre cet adjectif comme renvoyant à la devise républicaine, l'égalité. Madame Bovary, c'est en esthétique la déclaration des droits de l'homme. Hippolyte, pour en donner un autre exemple, vaut un vicomte. Après l'échec de la révolution sociale en juin 1948, Flaubert accomplirait ainsi une révolution esthétique comme le peintre Gustave Courbet, dont Flaubert est rapproché dans ces années-là, alors que Flaubert détestait Courbet, comme Courbet l'avait fait peu auparavant quand il donna à ces humbles casseurs de pierre, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reproductions de ce tableau, les casseurs de pierre, où l'on voit deux personnages en train de casser les pierres, et dans un format de la peinture d'histoire. Ce sont des personnages grandeur nature. Courbet, donc, lui aussi avait fait son coup d'état esthétique. Il avait peint en grand, dans un format normalement réservé aux grands de ce monde. À Louis XIV, par exemple, peint par Hyacinthe Rigaud, vous voyez, grand portrait en pied. Donc, à la place, deux casseurs de pierre. Il y avait là quelque chose donc, de perçu réellement comme subversif. Dans cette lecture, Pont-Martin n'est pas loin de faire des mains l'avant-garde du prolétariat rural, si j'ose le dire dans ces termes. Le critique articule en effet le roman intime et le roman de mœurs. Il lui semble qu'Emma porte une conscience politique dont les comparses sont dépourvus. Vous voyez, Emma, ce n'est pas simplement la femme adultère, type psychologique, c'est celle qui proteste contre son sort injuste dans un monde aux valeurs de liberté et d'égalité qui restent factices. Elle est la déclassée qui revendique une juste place, comme Julien Sorel, somme toute, dans Le Rouge et le Noir, fils de paysan charpentier. La déclassée, ou le déclassé, il y a là un type du roman réaliste. Alors, Pont-Martin, en nostalgique de l'Ancien Régime, voit dans ses revendications sociales un vice constitutif de la société bourgeoise, là où la société aristocratique assignait à chacun sa place dès la naissance, au moins les choses étaient claires. Pour Pont-Martin, la démocratie a créé le ressentiment. Et il est étonnant que dans cette perspective, Pont-Martin ne mentionne pas la servante qui apparaît à la fin de la scène des comices, Catherine Leroux. D'ailleurs, dans le dossier de presse en 1857, personne ne parle de ce personnage, de cette invisible, puisqu'elle n'a pas été effectivement perçue, alors que pourtant Flaubert lui consacre un beau portrait. Et dans ce portrait, on sent le narrateur, encore une fois, sortir peu à peu de son impassibilité, mais cette fois non pas pour ironiser, dans un élan de compassion au contraire, dans un mouvement d'empathie à l'égard de ce personnage épisodique. Flaubert nous montre l'humain à ce moment-là. Catherine, dans l'ordre de la scène, est la dernière récompensée. Après les ovins et les bovins, le bourgeois à son échelle de l'être, la servante arrive en dernier. Elle s'est faite belle pour la cérémonie, avec ses petits moyens. Dans votre édition, c'est à la page 236. Alors, on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme de maintien craintif, et qui paraissait se ratatiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois, et, le long des hanches,
un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d'un béguin sans bordure, était plus plissé de rides qu'une pomme de reinette flétrie. Et des manches de sa camisole rouge dépassaient 2 longues mains à articulation noueuse. Arrêtons un moment la lecture ici. Vous voyez que le portrait, cette fois, va des pieds à la tête, les galoches, et puis on remonte vers le bonnet, le béguin. Le béguin, c'est un bonnet blanc, sans bordure ici. Normalement, il est bordé d'une dentelle. Donc des pieds à la tête, puis on va redescendre vers les mains. Vous voyez, ici, l'ordre pourrait sembler bizarre, mais cet ordre inattendu permet de faire ressortir un chromatisme des vêtements. Catherine porte en effet un grand tablier bleu, c'est le premier élément désigné. Vient le béguin, donc le bonnet blanc, puis on redescend, la camisole rouge. Donc bleu, blanc, rouge. Un hugolien un jour, c'est un commentaire d'un grand hugolien, Jacques Sébacher, qu'on m'a rapporté, donc avait de façon très fine relevé ce chromatisme bleu, blanc, rouge, et disait ce commentaire à la fois laconique et définitif. Je ne peux plus lire autrement ce portrait. Catherine Leroux, c'est la France. Catherine Leroux, en effet, c'est aussi la France. Cette France oubliée. Elle incarne la France rurale, exclue de la monarchie bourgeoise. La France exclue du progrès que vient de célébrer, vous vous en souvenez, le conseiller Lieuvin dans son discours pompeux. Elle est comme un démenti à cette idéologie du conseiller. Le portrait de Catherine, rapidement, se centre sur ses mains. Donc 2 longues mains à articulation noueuse, la poussière des granges, la potasse des lessives et le suin des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu'elles semblaient sales, quoiqu'elles en fussent rincées d'eau claire. Donc on a tout d'abord une description réaliste, minutieuse de ses mains, qui finissent par résumer le personnage. Catherine, ce sont en effet des mains, elle est sa force de travail. Et la première partie de la phrase va ensuite laisser place à un autre langage, avec le point-virgule « et » qu'affectionne Flaubert et qu'a commenté Proust, ces moments de décrochage. Et, à force d'avoir servi, elle restait entr'ouverte, comme pour présenter d'elle-même l'humble témoignage de tant de souffrances subies. Il y a là, symboliquement, comme une sorte de geste du sacrifice. Ceci est mon corps. Et à ce moment-là, on entend de plus en plus monter la sympathie du narrateur. Je dirais que c'est le moment hugolien dans Madame Bovary. C'est pour ça que Jacques Sébacher savait lire cette page. Pendant que personne dans l'Assemblée ne voit proprement cette figure, ne voit un semblable, une semblable, le narrateur est là pour attester l'humanité. Cette humanité dont Tocqueville, je le cite une dernière fois, nous dit qu'elle devrait être la grande vertu de la démocratie. Tocqueville a fait une analyse nuancée de la démocratie. Son point faible, c'est la médiocrité, mais elle a ce point fort qui est
l'humanité. Là où l'aristocrate ne pouvait pas considérer comme des semblables ceux qui étaient en dehors de sa caste, l'homme démocratique, lui, le peut. De cette humanité méconnue, le narrateur dit même la dégradation à travers la comparaison avec des animaux. Quelque chose d'une rigidité monacale relevait l'expression de sa figure, rien de triste ou d'attendri n'amollissait ce regard pâle. Alors, cette phrase-là, d'ailleurs, est importante parce que ça nous montre que Catherine, effectivement, n'a pas de langage, n'a pas de pensée. On ne peut même pas dire qu'elle est résignée. Elle subit son destin. Et vient donc la comparaison avec les animaux. Dans la fréquentation des animaux, elle avait pris leur mutisme et leur placidité. On aurait tort de voir je ne sais quelle ironie à l'encontre du personnage dans cette animalité tout à coup pointée. Cette phrase réveille dans la mémoire le fragment de La Bruyère, dans les caractères, sur les animaux farouches. Flaubert était un grand lecteur d'ailleurs de La Bruyère, particulièrement pendant les années de la rédaction de Madame Bovary. Vous vous souvenez peut-être de ce petit texte de La Bruyère qui détonne dans l'ensemble des caractères, où La Bruyère parle des grands de ce monde, des nouveaux riches aussi. Mais donc il y a un petit fragment qui commence par « l'on voit souvent des animaux farouches ». Donc ces animaux farouches sont vus de loin en train de gratter la terre. Et peu à peu, on va comprendre que ce sont en fait des paysans qui travaillent la terre. C'est la révélation tout à coup. Et en effet, ils sont des hommes, dans le texte de La Bruyère. Et La Bruyère se fait leur porte-parole, avec une amère ironie. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. Donc les mains avaient parlé pour Catherine, et le narrateur le fait à sa place à la clausule du portrait, avec cette dernière phrase, ainsi se tenait devant ces bourgeois épanouis ce demi-siècle de servitude. Ce personnage, sans langage, aliéné, sa seule réplique dans le passage sera pour offrir sa médaille à monsieur le curé afin qu'il lui dise des messes. Ce personnage, incapable de révolte, a besoin de ce porte-parole. Et l'on voit comment encore, à travers, si l'on met en série les deux portraits, le portrait des notables, tout à l'heure analysé, et maintenant celui de l'esclave moderne, qu'est Catherine Leroux, servitude, dit le texte. Le mot servitude nous rappelle que dans servante, il y a effectivement du servus, il y a de l'esclave dans la servante. Donc cette antithèse, là encore, démystifie le tableau idéal. On pourrait peut-être dire, en pensant à ce qui a été dit ce matin à propos de Paul et Virginie, cette pastorale moderne que le conseiller Lieuvin avait fantasmé dans son discours adressé aux villageois. Voilà ce que sont les Fortunatos Agricolas. C'est Catherine Leroux. Le temps viendra d'ailleurs où Flaubert écrira son conte démocrate en donnant à la servante Félicité, sœur de Catherine Leroux, somme toute, le rôle principal dans Un cœur simple, ce petit texte dans les trois contes. Mais déjà, ici, dans ce monde de l'indistinction, où tous les notables bourgeois se ressemblent sur l'estrade des comices, le roman démocrate distingue Catherine, figure singulière, et qui reste dans la mémoire des lecteurs, à la différence
des notables de tout à l'heure. Ainsi donc, 3 portraits. J'ai limité ma lecture à 3 extraits. 3 portraits renvoyant à 3 milieux dont la mise en série constitue un moment de vérité. Il y a quelque chose qui cristallise dans chacun de ces textes et qui cristallise quand on les réunit. Le récit allégorise ainsi un moment historique. Il évalue les forces historiques et les rapports de place dans la société démocratique émergente. Il donne à penser au lecteur, il l'oblige à une lecture active, à reconstituer cette morale en action disséminée dans le texte, ce discours que ne tient pas le narrateur impersonnel, à la différence d'un Victor Hugo ou à la différence de Tolstoï, dont Flaubert, peu avant sa mort, lit La guerre et la paix en trouvant que le romancier russe avait gâté son beau livre par ses longues dissertations sur la philosophie de l'histoire. Dans Madame Bovary, la pensée de l'histoire, ou plutôt, je dirais, le questionnement de l'histoire, émane du récit. La prose réaliste est un symbolisme, ou, pour parler comme Gustave Courbet, une allégorie réelle. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Je ne peux plus à dire merci. Vous les avez lus en direct. Y a-t-il des questions? Oui, Ma question était, bien sûr, une œuvre se repense à chaque fois, à chaque lecture et selon les époques, mais est-ce que vous pensez que Madame Bovary peut avoir autant d'impact quand on la situe à l'heure actuelle et non pas dans un contexte politique aussi compliqué que celui que vous avez décrit? Oui, je le pense tout à fait. Je pense que, je dirais que tous les romans réalistes du 19e siècle, c'était l'objet du livre que citait Agathe tout à l'heure, tous ces romans réalistes, en tant qu'ils pensent la naissance de notre société démocratique et les pathologies, je dirais, de cette société démocratique, effectivement, nous concernent aujourd'hui. C'est volontairement que j'employais, vous voyez, ce mot anachronique d'invisible, par exemple, à propos de personnages comme Hippolyte ou Catherine Leroux. Donc il y a, sur l'idée de médiocrité aussi, il y a des choses, effectivement, qui ont un écho pour l'homme du XXIe siècle. Mais je dirais la même chose, vous voyez, pour les romans de Stendhal, les romans de Balzac, les romans de Zola. Une autre question? Alors. J'apprécie le comique chez Flaubert. Ta lecture très empathique du portrait de Catherine, elle est possible et séduisante. On peut aussi faire une lecture extraordinairement caricaturale, évidemment, et d'inceste, les 25 ans gardés pour le curé, etc. On peut y voir une caricature en acte. Et cette description, d'ailleurs, très précise des couleurs, etc., ça me rappelle évidemment la description du petit Charles au début de Madame Bovary. Il me semble que justement la question, c'est qu'il n'y a pas à choisir entre une lecture caricaturale ou empathique. Tu
connais cette formule que je cite toujours, le comique arrivé à l'extrême, le comique qui ne fait pas rire, le lyrisme dans la blague, et pour moi, tout ce qui me fait le plus envie comme écrivain. Mais je trouve que justement, pour ce qui est du rapport au démocratique chez Flaubert, c'est justement cette ambiguïté, cette ambivalence qui est constante et qui est systématique. C'est-à-dire que Flaubert à la fois se moque de tout et plein d'émotions empathiques à l'égard de ce dont il se moque, et c'est tragique de la condition humaine d'ailleurs. Oui, peut-être que globalement on pourrait dire cela, mais pour le texte que j'ai commenté ici, par exemple bleu, blanc, rouge, ça n'a rien à voir avec l'accoutrement jaunâtre et verdâtre de Charles au départ, où il a l'air effectivement déguisé en clown. Mais c'est... Je suis d'accord, c'est la France, mais alors qu'est-ce que tu fais Alors, je me fais penser au poème de Rimbaud, c'est les mains de Jeanne-Marie, mais il y a aussi cette allégorie, mais que cette femme en bleu, blanc, rouge, que cette vieille femme soit la femme, soit la France. Oui, mais quelle conclusion on en tire sur la France, qu'elle soit cette vieille femme en bleu, blanc, rouge? Je dis que c'est la France qui n'est pas alors perçue. C'est aussi la France, dans ce régime censitaire. Vous voyez, dans le régime de la monarchie de Juillet, il y a 250 000 électeurs. Donc, vous voyez, la petite France légale. Et des personnages comme Catherine Leroux ne sont pas représentés politiquement, et ici elle est représentée littérairement. Et ça me paraît important, et qu'après, donc, elle ait ce langage aliéné, bon, je vais donner ma médaille au curé, ça montre justement qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour parler à sa place. Et cette réplique ne devient grotesque que parce que juste après, il y a Homais qui s'exclame « Quel fanatisme !» Quel fanatisme, s'écria Monsieur Homais. Donc ça me semble assez différent. Alors, sinon, je suis d'accord, oui, sur l'ambiguïté souvent des tonalités chez Flaubert, le mélange d'ironie et de pathétique. Et là, je citerai une autre lettre que celle que tu viens de citer. C'est à propos de la scène dans l'auberge, à l'arrivée des Bovary. Vous vous souvenez que Léon et Emma conversent à ce moment-là. J'aime l'océan, j'aime la lune, etc. Bon, on a une imagerie romantique, d'un romantisme de pacotille qui défile à ce moment-là. Et Flaubert commande cette scène dans une lettre à Louis Collet, où il dit « Ce sera la première fois, je crois, que dans un roman, l'on se moque de son jeune premier et de sa jeune première. » Et aussitôt, une nuance, en disant « Mais l'ironie n'exclut pas le pathétique, elle l'outre au contraire. » Donc là, on a ce renversement, vous voyez, donc, qui fait la complexité, effectivement, de l'ironie tournante, je dirais aussi, de Flaubert. Emma peut sembler ridicule, mais par rapport aux gens qui l'environnent, ses rêves parfois extravagants reprennent, je dirais, un prix. Au moins, elle aspire à quelque chose. À la différence des autres, souvent satisfaits d'eux-mêmes. Homais en est le représentant achevé de ce point de vue. Donc, pour moi, Catherine Leroux, dans le roman, fait exception. Et c'est vrai que, connaissant Flaubert, ça me surprend. Mais je dirais qu'elle fait exception comme l'esclave dont Hamilcar va sacrifier le fils dans Salammbô fait exception, comme la rencontre entre Madame Aubin et Félicité dans Un cœur simple fait exception. Il y a comme cela des scènes, des moments d'humanité chez Flaubert. Donc, ce qui amène effectivement à ne pas s'en tenir, il ne faut jamais s'en tenir aux intentions d'un auteur. Et pour Flaubert, c'est tentant parce qu'on a cette belle correspondance où il nous décrit minutieusement les choses. Mais bon, il faut voir aussi ce que dit le texte. Et aller éventuellement donc contre la pensée de l'homme Flaubert. Je crois que le romancier Flaubert vaut mieux que l'homme Flaubert. À ce propos, tu décris remarquablement le caractère pathétique de ce tableau, que tu traites comme un tableau. Mais est-ce que, justement, les choses ne se grippent pas à partir du moment où intervient un autre élément qui est la parole? C'est-à-dire qu'une fois qu'elle commence à parler, elle marmotte,
et elle s'en remet à une sorte de dévotion imbécile qui renvoie autrement à la l'humanité qui a été présentée initialement. Est-ce qu'il n'y a pas un effet Courbet à présenter un tableau muet alors que précisément il y a un contrepoint grotesque qui apparaît aussi au moment où Oui, je crois que son véritable langage, ce sont ses mains. Hein, elle parle avec ses mains. Mais de langage verbal, elle n'a pas. On le voit aussi, même pour les quelques pensées intérieures. J'ai sauté ces dernières lignes, mais le moment où elle se demande ce qu'elle fait là, pourquoi les gens lui sourient, etc. Donc, elle n'a pas, voilà, elle ne peut pas analyser ce qui se passe à ce moment-là. Donc effectivement, c'est l'image extérieure, c'est le portrait physique et vestimentaire qui est décisif ici. Oui, bonjour, moi j'avais une question du coup sur la figure de Catherine. Vous dites que le narrateur a une compassion, il montre cette compassion, et dans la conclusion, vous mettez en avant, excusez-moi, que donc toutes les questions politiques et historiques se font dans le récit. Vous pouvez préciser la place de ce narrateur, si toute la politique se fait sur un récit, ou si vraiment il y a un narrateur qui a une compassion, qui prend parti, etc. Même si on sait que Flaubert, c'est l'écriture impersonnelle et qui prend de la distance. Ouais. Oui, là, je crois que c'est vraiment un des rares moments d'intrusion du narrateur. C'est pour cela que c'est d'autant plus remarquable du fait que ce soit rare dans le récit, je dirais ce commentaire sous forme d'un discours. Ainsi se tenait devant ces bourgeois épanouis ce demi-siècle de servitude, avec le choix des mots qui là ne laisse pas place à l'ambiguïté. Et en plus, c'est une formule clausulaire à la fin du paragraphe. Alors que dans le reste du récit, il faut vraiment, vous voyez, essayer de tenir ensemble, et c'est ce qui est toujours difficile chez Flaubert, tous les morceaux, tout ce qui peut sembler contradictoire. Vous voyez, Homais et Bournisien sont grotesques tour à tour, donc il n'y a pas le choix du positiviste contre le catholique ou inversement. Donc il y a aussi cette manière, au fond, peut-être d'obliger le lecteur à réfléchir. Je crois que c'est aussi quelque chose d'important chez Flaubert, de déranger les certitudes du lecteur et de l'obliger à s'interroger sur ce présent qui est le sien. Et dans une lettre à George Sand, Flaubert a cette formule inquiétante, je dirais, pour quiconque écrit. On ne devrait peut-être pas vous la citer, une fois qu'on la connaît. C'est « Quelle forme faut-il prendre pour exprimer son opinion sans risquer de passer plus tard pour un imbécile ?» Donc vous voyez, il y a non seulement la bêtise visible sur le moment, la bêtise de l'autre, que nous voyons tous, mais notre propre bêtise, la bêtise en différé. Voilà quelque chose de plus inquiétant. Et je crois donc le narrateur impersonnel, de ce point de vue, donc je dirais, exerce une conduite de prudence. Lui ne donnera pas ses opinions. Il les donne dans la correspondance parce que c'est un genre intime, mais dans les romans, il cherche à éviter le plus possible cela. D'où les débats sur ce que signifie au bout du compte son œuvre. Ce sera encore plus net à propos de l'éducation sentimentale, où tous les journalistes en 1869 se demandent de quel bord est-il, qu'est-ce qu'il pense. Il n'arrive pas à établir cette position et il le lui reproche. Il préférerait un bon roman à thèse, au moins on saurait si on a là un allié ou un adversaire. Avec Flaubert, on ne peut pas faire cela. Autre question? Alors, oui, bonjour. Moi, ce serait juste vraiment une question très peu conceptuelle, simplement. Vous mentionniez, j'ai d'ailleurs noté la citation exacte, ce n'est pas la description, en parlant de la description des bourgeois, ce n'est pas la description balzacienne qui concentre le centre à la clausule, si j'ai bien noté. Le sens à la clausule. Oui, le sens à la clausule. Et j'aimerais bien que vous détailliez ce que vous vouliez dire par là exactement, et en quoi, du coup, ça diffère du narrateur flaubertien. Oui, chez Balzac, pour prendre le modèle stylistique d'une phrase de Balzac, vous
vous avez parfois une longue énumération comme cela, et elle est récapitulée, hein, donc il y a une virgule, tout annonçait que. Hein, donc vous voyez, ce tout permet de subsumer la diversité des éléments égrenés avant. Hein, et pour prendre encore un autre exemple, vous voyez la physiognomonie balsacienne, hein, vous allez avoir la description du physique, et après, une conclusion sur les passions cachées du personnage, ou quelque chose comme cela. Donc il y a, vous voyez, une concentration du sens, alors que là, on pourrait avoir l'impression d'un pur pittoresque pour le portrait des bourgeois sur l'estrade. Hein, donc, et c'est différent en ce sens-là. Merci. Par rapport à la fin de l'histoire, ça se termine sur cette phrase « Il vient de recevoir la croix d'honneur ». Et dans le cadre de ce dont vous avez parlé, j'aimerais savoir comment vous interprétez le fait qu'au final, à la fin de ce roman, la victoire revient à cette bourgeoisie, mais pas de Madame Bovary, mais cette bourgeoisie de notables comme Homais. Voilà. Oui, bah c'est une victoire d'ailleurs qui, historiquement, effectivement, bon, elle est avérée. Et alors avec ce saut dans le temps, hein, il vient de recevoir la croix d'honneur, vous voyez, ce présent rend tout à coup l'action du roman contemporaine du moment où paraît le livre. Donc on a comme une grande ellipse d'ailleurs. Ce que ça veut dire, vous voyez, la chronologie est difficile à établir. Hein. Pour Madame Bovary, il y a des indices contradictoires, mais on peut dire qu'en gros, Emma se marie vers 1838 et se suicide vers 1846. Hein, donc sous la monarchie de Juillet. Et puis, donc, dans cet épilogue du roman, on enjambe la Seconde République, dont il n'est pas du tout question. Hein, il en sera question dans l'éducation sentimentale. Et puis, donc, on arrive sous le Second Empire. Hein, il vient de recevoir la croix d'honneur. Hein, qui nous montre d'ailleurs que Homais est prêt à tout pour parvenir. Vous voyez, Homais, c'est l'ambitieux qui se rallie au Second Empire. Parce que dans le roman, Homais est de tendance républicaine. Il n'est pas favorable à Louis-Philippe. Si vous relisez son article sur les comices, là encore, les choses politiques sont à peine dites dans le roman. Donc peut-être que pour un lecteur d'aujourd'hui, c'est difficile à percevoir tout ce contexte politique. Mais donc Homais, voilà, pour avoir sa légion d'honneur, sa croix d'honneur, est prêt, voilà, à se rallier à Napoléon III, et on comprend qu'il le fait en ayant bidouillé un peu des élections. Il devient un courtier électoral, c'est dit entre les lignes dans le texte. Donc voilà, c'est le triomphe de tout ce que Flaubert déteste. Il signe une lettre à Louis Bouillet avec le mot bourgeoisophobus. Bourgeoisophobus. Oui, moi j'avais du coup une seconde question vis-à-vis de ce que vous qualifiez donc les invisibles. Est-ce que, donc, d'une certaine manière, dans l'évolution idéologique de Flaubert, on peut voir une forme de déréliction vis-à-vis de ce côté peut-être un peu hugonien que vous mentionniez que vous mentionniez tout à l'heure. Je pense par exemple à cette scène dans l'éducation sentimentale où Frédéric se rend à la campagne pour aller voir Madame Arnauld, le moment où il veut lui avouer son sentiment, qui passe par l'usine, par l'espèce de petite usine, et que Sénécal reprend une ouvrière qui avait fait je ne sais plus quoi, mais qui ne lui paraissait pas correcte. Et cet événement est vaguement traité par Frédéric comme une accroche pour parler à Madame Arnauld. Le problème est que c'est totalement minoritaire. Et c'est, avec le côté minime de cette dimension un peu sociale de Frédéric, et donc du narrateur a fortiori, donne un peu l'impression que Flaubert ne porte plus vraiment attention à ses ouvriers, et que il a ce côté peut-être un petit peu méprisant. Je ne saurais pas exactement comment exprimer ma question, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Bon, la scène à l'usine de Creil, avec l'épisode de la Bordelaise, cette ouvrière qui en fait est la maîtresse d'Arnould. Cette scène est vue à travers le regard de Frédéric. Donc, je pense qu'on ne peut pas en tirer grand-chose. Ça nous sert aussi à voir l'évolution de Sénécal, qui au départ est le socialiste, qui finalement lui aussi
se ralliera au Second Empire après le coup d'État. Mais vous voyez, dans l'éducation sentimentale, si je voulais trouver un magnifique invisible, c'est Dussardier. Vous vous souvenez de Dussardier, donc ce personnage d'ouvrier, lui aussi bon sans éducation, mais qui croit à la démocratie universelle, qui est porteur d'un idéal d'humanité et qui finalement va être tué le jour du coup d'État sous les yeux de Frédéric, et Frédéric Béant reconnu Sénécal, puisque Dussardier est tué par Sénécal. Dussardier, à ce moment-là, va devenir un invisible. Dans le dernier chapitre de l'éducation sentimentale, quand Frédéric et Deslauriers se retrouvent pour évoquer leur passé, ils se rappellent, tous leurs amis, et Frédéric va demander à Deslauriers des nouvelles de Sénécal. Et Sénécal, je ne sais, disparu. Il est quand même aberrant qu'à ce moment-là, Frédéric ne songe pas un seul instant à apprendre à Deslauriers qu'il a vu que Sénécal avait tué Dussardier. Deslauriers ne peut pas le savoir. Donc Dussardier devient l'oublié de cette fin de récit. Son nom n'apparaît même pas. Et je vois là quand même quelque chose de symbolique. Là, pour le coup, de la disparition de l'idéal de la révolution de février 1848, de l'idéal d'une démocratie humanitaire, comme on disait au XIXe siècle. Donc vous voyez, bon, là encore, c'est au lecteur, peut-être que je surinterprète, mais enfin, c'est quand même, disons que le texte nous permet de dire, de tenir, en tout cas de pointer au moins cette disparition du personnage de Dussardier, qui est le naïf, mais en même temps qui est le personnage généreux, quand même, peut-être le seul dans le roman. Bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là et passer à la communication suivante. Donc, merci.